Quand tu as quelque chose qui te gêne dans la société, tu as deux états d'esprit. Tu peux soit gueuler avec toute ta rage et considérer que le monde est injuste, soit tu peux essayer d'analyser le problème et d'apporter avec ton niveau de connaissance, ton niveau d'expérience, une solution. Et c'est humble finalement comme attitude. C'est-à-dire que moi j'ai juste eu envie de dire que il y avait des gens qui méritaient de travailler et que c'était injuste, inéquitable de les laisser sur le bas côté de la route. Bonjour à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Ose, le podcast qui vous entraîne dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Au fil de chaque épisode, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas eu peur de tenter leur chance, de se tromper ou d'échouer. Des femmes et des hommes qui ont accepté de dévoiler ce qu'on n'avait jamais entendu ailleurs. Nous allons parler de réussite, d'ambition, d'argent, mais aussi de mission et de sens. J'espère qu'en écoutant ces entrepreneurs, vous oserez à votre tour. Bienvenue dans Ose. Mon invité d'aujourd'hui a fait de la lutte contre les discriminations le combat de sa vie. Il est à la tête du premier cabinet de recrutement de jeunes diplômés issus de la diversité, Mosaïque RH. En une petite dizaine d'années, ce pionnier sur les questions de diversité a, via son cabinet, trouvé un job à près de 50 000 jeunes et s'est rapproché de plus de 450 entreprises, des PME au cadre du CAC 40. Véritable modèle de réussite de l'entrepreneuriat social, il est avec nous pour parler de son parcours audacieux qui lui a valu le surnom de DRH des banlieues. Bonjour Saïd Amouche. Bonjour Alexandre. Est-ce que ce surnom te correspond bien ? Écoute, je vais t'avouer un truc. Quand j'étais universitaire, mon rêve c'était d'être DRH. Et je pensais que c'était quelque chose d'inatteignable. Parce que pour moi, un DRH faisait partie des élites. C'est celui qui avait le pouvoir de décider d'intégrer ou non dans une organisation. Et ce rapport-là me renvoyait en fait à plein d'opportunités. Et quand j'ai fait des ressources humaines à la fac, c'était un de mes projets. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ce projet, en fait, il était inaccessible. Donc plafond de verre. Plafond de verre, autocensure, frustration. Et donc tu dois être fier dans ces cas-là maintenant. Fier non, parce qu'en réalité, quand tu découvres le job, déjà, tu te rends compte qu'une grosse partie du taf, c'est de faire des plans sociaux. C'est pas trop mon projet de vie. Et les DRH font pas que ça. Oui, mais on attend aussi ce rôle de la part d'un DRH puisque c'est un gestionnaire. Probablement qu'aujourd'hui, on s'inscrit dans une autre ouverture en matière de gestion des ressources humaines. Mais c'est avant tout un gestionnaire de compétences, mais aussi de masse salariale. Tu peux aussi gérer la croissance, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Dans l'introduction, je parlais de Mosaïque RH. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en parles rapidement quand tu dois expliquer ce que c'est En réalité, Mosaïque RH, c'est d'abord une initiative citoyenne qui a pour vocation d'utiliser les codes de l'innovation sociale pour réinventer des solutions qui sont utiles pour des hommes et des femmes qui ont plus de difficultés. Et nous, on a toujours milité sur la question de l'insertion économique. En gros, moi, ce que je dis, c'est que pour être épanoui, pour être heureux, pour être un citoyen normal, il faut évidemment aller au bout de son projet de formation, c'est-à-dire travailler ou développer une boîte. Et un certain nombre de gens en France sont freinés alors qu'ils ont envie de réussir, alors qu'ils ont des compétences à apporter à notre organisation. Et malheureusement, ils sont freinés dans cette capacité à transformer la société. Et donc, cette injustice, travail, c'est d'enlever ces freins. Exactement. Cette injustice, c'est de créer en fait des passerelles entre des recruteurs bienveillants, ouverts, positifs sur la notion de diversité, ou même booster en fait des entrepreneurs dans leur capacité à se révéler eux-mêmes et révéler leur modèle. Donc là, tu me l'as fait en 2 minutes. Si tu devais me le faire en 15 secondes, c'est quoi le pitch de Mosaïque RH aujourd'hui ? Mosaïque RH, en fait, c'est un cabinet spécialisé dans la promotion de la diversité et qui a pour vocation d'aider les entreprises à s'ouvrir sur des profils différents. Ah, c'est clair. Donc, tu as commencé ta carrière professionnelle en tant qu'assistant RH. Tu passes ensuite le concours de l'éducation nationale et tu deviens attaché d'administration auprès du rectorat de Paris, avant d'être directeur général d'APC Recrutement. Et tu avais alors une situation professionnelle stable, qui semble stable à ce moment-là. Beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat, parfois hésitent justement à se débarrasser de ces menottes dorées, plus ou moins dorées ou argentées. Toi, tu l'as fait. Est-ce que tu as hésité un moment de quitter ce qui était un salaire fixe pour cette mission et cette création de Mosaïque RH ? Tu as eu une hésitation ? J'ai toujours voulu monter des projets, entreprendre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à goûter à cette expérience, c'est compliqué de revenir en arrière. Je me suis vite rendu compte que ma vocation, c'était pas d'être fonctionnaire, mais c'était de prendre des risques, de recruter des gens, de défendre des projets, de vendre des prestations, de faire avancer en fait le système et surtout en fait être en capacité de faire émerger un modèle durable, réplicable,
automatisable avec le digital aujourd'hui. Et c'est ça qui était très très stimulant intellectuellement et physiquement même, j'ai envie de te dire. Et tes parents qui, eux, venaient du Maroc, est-ce qu'ils étaient plus en confiance, plus heureux quand tu étais fonctionnaire ou quand tu es devenu entrepreneur? Tu sais, en réalité, ils voient pas trop ce qu'on fait. Hein. À partir du moment où tu vas à l'école, point. Et ils ont le sentiment en fait que tu es dans une route bien balisée et qui te garantit en fait le succès. Mais quand tu leur expliques, même aujourd'hui, quand j'explique à ma mère ce que je fais, elle pense que c'est bien pour moi, mais elle n'a pas compris toutes les subtilités, toutes les ficelles dans une organisation aussi complexe que la nôtre. Donc elle pense que tout va bien, que ça se passe bien, et elle est contente de ce qui se passe. Mais elle ne comprend pas véritablement les spécificités de ce qu'on fait. Je le disais en introduction, tu es un entrepreneur social. Il y a beaucoup de discussions sur ce terme-là, en tout cas, et essayer de comparer ou essayer d'opposer un entrepreneur avec un entrepreneur social. Donc, tu vois des vraies différences, toi, ou est-ce que pour toi, c'est exactement la même chose qu'un entrepreneur tech ou un entrepreneur dans d'autres secteurs? Alors, évidemment, pour moi, c'est clairement la même chose, sauf qu'il y a une catégorie qui est plus folle que l'autre. Il y a ceux qui ont fait le choix de s'enrichir et ceux qui ont fait le choix de ne pas s'enrichir. Et donc, il faut être un peu dingue de travailler 70-80 heures par semaine, de recruter des gens, de vendre des projets d'envergure et de se dire que la finalité, c'est pas de s'enrichir. Il faut être un peu taré, hein, je l'avoue. Mais moi, ça me dérange pas en réalité, à partir du moment où tu es capable de financer tes dépenses, tu es capable de vivre correctement. Moi, je pense que c'est un investissement d'avenir et que pour le moment, je me pose pas trop de questions, j'arrive à avancer et tout va bien. Et je pense que tu as vu certainement une évolution, en tout cas moi ce que j'ai vu depuis 10 ans, 5 ans de ça. À l'époque, c'est vrai que c'était plus rare de voir des gens qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat social parce que peut-être que la clé de réussite était peut-être une clé financière. Ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, c'est que cette perception du succès, qu'on pourrait définir par le nombre de zéros dans le compte en banque, est un peu différente. Donc est-ce que toi, tu as vu aussi de plus en plus de jeunes qui viennent te voir en disant moi, j'ai peut-être le choix parce que je pourrais être entrepreneur dans la tech et je préfère choisir le social. Est-ce que tu en vois de plus en plus? Tu vois une évolution en 15 ans depuis que tu as monté Mosaic RH au tout début? Je pense que la jeunesse actuelle s'interroge vraiment sur le rôle qu'elle peut apporter dans le futur. Et cette jeunesse, elle a envie d'être utile. C'est une jeunesse qui a autant d'énergie que les années précédentes, mais elle fait le choix aujourd'hui, parce que peut-être qu'on a ouvert la route, de considérer que l'argent n'est pas l'alpha et l'oméga de notre système. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir créé un cabinet de recrutement, je pense qu'on a ouvert probablement des brèches. Je pense qu'on peut vivre heureux sans être millionnaire. Je pense qu'on peut être heureux en ayant un impact sur les gens. Et aujourd'hui, je pense que la valeur ajoutée de Mosaic RH, c'est qu'au-delà d'avoir un impact sur les individus les plus fragiles, c'est un impact probablement dans la politique publique. Et ça, c'est très intéressant. Et puis très motivant. Aujourd'hui, tu penses que l'entrepreneuriat social est fait pour tout le monde ou quand même il faut être motivé par cette vision positive d'avoir un impact sur la société, sur le système? Le dénominateur commun, encore une fois, c'est que je pense qu'il faut avoir l'état d'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, je le vois dans mes équipes. Certains viennent avec une volonté de prendre un état d'esprit entrepreneuriat et rapidement, c'est intéressant à observer parce que j'avais pas conscience de ça. Certains sont à l'aise et d'autres ne le sont pas du tout, ont besoin d'être rassurés, rentrer dans des cadres spécifiques. Donc c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment avoir un état d'esprit particulier. Mais cet état d'esprit, il existe et il faut continuer à le pousser au maximum pour tous ceux qui ont envie d'agir. Le nom. Est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est un grand sujet toujours pour les entrepreneurs, de trouver un nom pour leur entreprise? Pourquoi, comment, qui a trouvé Mosaic RH? Mosaic RH a été le fruit d'un petit brainstorming entre une bande de potes, une ancienne spécialiste de la publicité qui était à la retraite à cette époque-là, une entrepreneur sociale à l'époque, Marie Trelucan d'ailleurs, Ouais. et on a débattu, on s'est fait une petite shortlist et c'est arrivé comme une évidence. Mosaic RH, puisque finalement on veut se positionner sur le sujet RH. Et donc du coup on l'a trouvé à partir du moment où je l'ai entendu, et à partir du moment où je l'ai vu, je me suis dit c'est ça qu'il faut faire. C'est celui-là. Concernant les études de marché, de nouveau, souvent, il est bien de faire une étude de marché avant de se lancer pour savoir s'il y a quand même une demande avant de développer son offre. Alors toi, tu es originaire de Bondy, en Seine-Saint-Denis, et dans différents entretiens, tu expliques que tu n'avais pas les codes ni les bons contacts pour trouver un job à la fin de tes études. Est-ce que c'est ça qui t'a fait comprendre le besoin ultime d'un cabinet un peu nouvelle génération? Tu sais Alexandre, quand tu as quelque chose qui te gêne dans la société, tu as deux états d'esprit. Tu peux soit gueuler avec toute ta rage et considérer que le monde est injuste,
soit tu peux essayer d'analyser le problème et d'apporter avec ton niveau de connaissance, ton niveau d'expérience, une solution. Et c'est humble finalement comme attitude. C'est-à-dire que moi, j'ai juste eu envie de dire que il y avait des gens qui méritaient de travailler et que c'était injuste, inéquitable de les laisser sur le bas côté de la route. Et au regard de cette capacité qu'ils avaient, il fallait les révéler. Finalement, c'est pour ça que je dis souvent, j'ai pas fait d'études de marché, mais j'ai juste eu envie d'apporter une contribution à un moment donné. Mais il n'y avait pas du tout de volonté de créer en fait une organisation qui allait se développer à l'échelle nationale avec un impact aussi important. Aujourd'hui, on est à 8000. On est passé de 6000 à 8000 en un an. Candidats placés à 50 000 bénéficiaires sur 12 ans. J'avais pas du tout cette vision, moi, à l'époque. On s'est dit, on va juste apporter une contribution. Et petit à petit, mécaniquement, en fait, les choses se sont structurées. Et le succès appelle le succès. Tu sais qu'on n'a jamais perdu d'argent en 12 ans. On a toujours été autosuffisance, on n'a jamais été endetté. Il n'y a évidemment pas de prise de capital. Et aujourd'hui, Mosaic RH, cette association qui a été créée à 12 ans, est devenue une entreprise à mission. Donc ça, c'est la grosse actu qui a été déposée cette semaine. Bravo. Voilà, c'est une nouvelle étape que nous venons de franchir. Ouais. Ce qui fait sens par rapport à votre mission. C'était complètement cohérent, en fait. Donc, tu t'es pas vraiment beaucoup posé la question. Il y a juste des implémentations réelles à cette décision-là, mais pour toi, c'est logique. C'est logique. Ça correspond aussi à une période, tu sais, en France, soit tu fais du business, soit tu fais de l'associatif, ou tu vas dans le service public. C'est très binaire. Et aujourd'hui, l'entreprise à mission, c'est probablement la troisième voie intéressante à développer. N'oublions pas qu'on est quand même dans un état où les conservateurs sont forts, les résistants au changement sont puissants, et que si on est dans une guerre philosophique, on va crisper l'outil. Et on voit bien en fait que le mouvement a du mal à se mettre en place. C'est un cadeau empoisonné pour la cause de mettre des quotas ethniques. Tu parlais du fait que tu as toujours été bénéficiaire, tu n'as jamais été déficitaire. Est-ce qu'il y a quand même une volonté de générer des réels profits pour des réinvestissements ? Est-ce que ton objectif, c'est d'arriver à zéro chaque année ? Est-ce que tu as une vision de marge ? Comment tu fonctionnes là à nouveau ? C'est important parce que tu as raison. C'est très binaire, soit tu fais beaucoup, soit tu es dans l'associatif. Est-ce que tu as un objectif au début d'année quand tu travailles sur ton budget spécifique ? Nous, on a toujours considéré que notre rôle, c'était d'atteindre le seuil de rentabilité. Et en fait, on le dépasse tout le temps. Ça veut dire que grâce aux résultats qu'on génère, on est capable de réinvestir dans des nouvelles compétences, réinvestir dans l'organisation, dans l'achat de prestats. Et donc, on a toujours en fait financé notre développement par nous-mêmes. Et certains philanthropes sont venus accompagner cette vision. Souvent les Américains d'ailleurs. Cet outil a été beaucoup porté par les Américains, JP Morgan, Ashoka, Salesforce, le département d'État aux États-Unis. C'est drôle, à un moment donné, on s'est retrouvé avec un gouvernement américain qui avait fait le choix de l'investissement beaucoup plus fort que le choix que pouvaient faire les pouvoirs publics français. On parle du réseau, parce que c'est vrai que le sujet est très clairement identifié pour toi quand tu grandis en Seine-Saint-Denis et quand tu dis qu'au départ, ton souci, c'est pour trouver les bons jobs, c'est ce sujet du réseau. Comment tu as réussi à passer outre ? C'est le culot, c'est avoir travaillé encore plus que les autres, avoir tapé à 5 fois plus de portes quand d'autres en font qu'à 2 fois. Comment tu l'expliques, cette capacité à avoir réussi là où tu n'aurais peut-être pas pu réussir ? Tu sais, quand tu ouvres Challenge et que tu vois plein de gens réussir et que finalement ces gens-là, tu les fréquentes parce que tu es invité à des rendez-vous, parce que c'est des gens qui prennent la parole sur les questions de diversité, en fait, t'as rien à perdre, tout à gagner d'aller les voir. Donc ça devient un exercice hyper sympathique. Là, tu parles du classement des 500 plus grandes fortunes de Challenge. La question, c'est comment tu as fait au tout départ ? Aujourd'hui, tu peux envoyer certainement un email à tout un tas de gens en France. Les gens vont répondre à ton email parce que tu es vu comme une de ces réussites et donc tu as un vrai échange à apporter. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est au tout départ, quand tu n'avais pas ça. Très rapidement, quand Claude Bébéar avait développé la charte de la diversité en France, les premiers signataires ont été nos premiers targets. Donc on a été les voir en leur disant c'est super, vous avez signé une charte. Nous, on peut vous proposer d'aller plus loin qu'une signature en rencontrant des gens vraiment issus de la diversité. Est-ce que ça vous intéresse ? Et à partir de là, on a commencé à rencontrer un certain nombre de DRH, de responsables du projet RSE des boîtes, voire même des DG. Et à partir de là, on a fait nos preuves, on a montré qu'on pouvait détecter des talents. Ces talents ont été recrutés dans des organisations et puis il y a eu une dynamique de bouche à oreille. Derrière cette dynamique de bouche à oreille, on a eu une dynamique de médias. Et en fait, je me suis rendu compte que
Le projet de recrutement, c'était surtout un projet où d'abord tu devais faire tes preuves et la considération, elle était en fonction de la capacité de travail que tu avais à mettre sur la table. Et que l'effet réputation était fondamental. Donc c'est ça que j'ai découvert, c'est-à-dire que le monde, d'abord, il n'est pas aussi fermé qu'on nous le raconte, et donc du coup, s'il existe des discriminations, il existe aussi plein d'RH qui ont envie de progresser sur ces sujets-là, en considérant qu'ils avaient des efforts à faire. Ça, c'est hyper intéressant. Ça a été une vraie découverte pour moi. À partir de là, c'est des poches d'opportunités qui se sont développées. En fait, c'est un état d'esprit qu'on a et développé. Mais c'est certainement le principe des ressources humaines, c'est heureusement qu'ils vont être un peu plus ouverts ou qu'ils sont un peu plus ouverts c'est une vision un peu progressiste, parce que, en tout cas un peu innovante sur ces sujets-là. Certains, pas tous. Certains sont vraiment dans l'approche gestionnaire et ils ont un budget à gérer et il n'y aura pas d'ouverture sur de l'innovation, par exemple. Et d'autres sont purement ancrés, en fait, dans l'humain, dans la volonté de développer le potentiel de chacun. Et là, il y a un espace de discussion et de création qui est possible. Si on parle des ressources humaines et des RH, j'ai un sujet que j'aborde régulièrement avec les gens qui dirigent les départements, c'est le sujet des quotas. Et un corollaire qui est le sujet des statistiques ethniques. Toi, t'en penses quoi ? Tu penses qu'aujourd'hui, cette discrimination positive qui a été faite pour le genre, donc depuis maintenant une dizaine d'années sur la parité, est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait aussi le mettre en place et mettre des quotas pour qu'il y ait une plus grande diversité ? Et pour y arriver, il faut arriver à quantifier, à avoir des stats. Est-ce que toi, tu penses qu'en France, on serait capable d'avoir des statistiques ethniques ? Ça correspond vraiment à un état d'esprit, encore une fois. Moi, mon état d'esprit, l'état d'esprit qu'on a porté chez Mosaic RH, c'était un état d'esprit qui s'inscrivait dans la volonté réciproque de progresser. À partir du moment où on acte ça, on agit. Donc on a toujours mis notre énergie au service de ceux qui avaient envie d'avancer. Maintenant, tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie en fait des recruteurs, des entreprises, qui n'ont pas envie de progresser sur ces sujets-là, qui n'ont pas envie en fait de se questionner, qui ont le sentiment de bien faire les choses et qu'il n'y avait pas d'autre axe de progrès que ce qui était pratiqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces cibles, avec ces segments de population ? En fait, il y a deux leviers qui sont possibles. Soit à un moment donné, on est dans le coup de bâton et donc la législation peut agir et donc on pousse en fait les uns et les autres à imposer. Soit on considère qu'il y a une alternative entre les deux et on peut considérer en fait de se fixer des objectifs de recrutement en matière de diversité, en matière de recrutement de boursiers, en matière de recrutement d'habitants habitant les territoires politiques de la ville. Et bien là, on a déjà des indicateurs. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler que le défenseur des droits aujourd'hui met à disposition gratuitement une méthodologie dont tout le monde peut s'emparer et qui permet en fait de faire un état des lieux dans sa propre organisation au regard en fait de l'origine ethnique. C'est la méthode des patronymiques qui est complètement agréée par le défenseur des droits et qui peut être appliquée par tout le monde. Et donc, on n'a plus besoin, en fait, aujourd'hui, de se mettre dans ce débat statistique ou non. C'est un débat qui fige les gens, qui crée, en fait, un sentiment de peur, un sentiment de blocage, alors qu'aujourd'hui, on a besoin de déverrouiller ce sujet-là, de mettre les uns et les autres en confiance pour créer un mouvement de changement systémique fondamental. Donc, il y a un outil qui existe qui peut, d'une manière pas parfaite, mais la perfection n'existe rarement sur ce sujet-là. En revanche, toi, pour les quotas, tu serais quand même plutôt penché qu'il faudrait légiférer. Moi, je pense que avant de légiférer, il faut probablement se poser la question de l'objectif quantifiable. Il faut affirmer la volonté, en fait, d'agir. Voilà. Mais pourquoi les gens le feraient après ? Alors, j'ai entendu ça pendant très longtemps sur les femmes. Pendant très longtemps, ça serait bien d'avoir plus de femmes. Le jour où le gouvernement a promulgué une loi, le monde a changé. Vrai et faux, Alexandre. Regarde ce qui se passe. A-t-on aujourd'hui une dirigeante du CAC 40 ? A-t-on aujourd'hui, dans les conseils d'administration, dans les COMEX, une forte proportion de femmes ? Conseil d'administration, oui. Alors le point est, tu as parfaitement raison. On a poussé les conseils d'administration à se féminiser. On n'a pas poussé les comités de direction, les COMEX, comme tu disais très justement. Ça, c'est l'étape d'après. Mais il faut bien commencer quelque part. La première étape, ça a été les conseils d'administration, une parité. Et maintenant, là, potentiellement, ce serait que ce soit les comités de direction et les COMEX. Il faut bien commencer quelque part. Très juste, loi Copé-Zimmermann 2011, c'est-à-dire qu'on est en 2021 demain, et on en est encore là, alors que la population féminine, c'est quasi 50% de la population active. Qu'est-ce qui serait passé sans ça ? Tu as raison. Toi, tu penses que donc,
j'aurais plus potentiellement, sans rien faire, de Saïd dans 10 ans plutôt que d'Alexandre? Alors, je pense que c'est pas la même. C'est-à-dire que quand tu as 50% de la population active qui sont des femmes, c'est un sujet dont tout le monde s'empare et c'est une évidence. Tu vois, il n'y a pas de statistiques ethniques, mais si tu prends simplement la corrélation d'habitants habitant les quartiers populaires, on est à peu près à 10% de la population. Donc forcément, la population ethnique est beaucoup plus basse. On peut l'estimer entre 5 et 7% de la population. Si tu vas là-dessus, je peux te garantir que tu vas avoir une levée de bouclier. N'oublions pas qu'on est quand même dans un état où les conservateurs sont forts, les résistants au changement sont puissants, et que si on est dans une guerre philosophique, on va crisper l'outil. Et on voit bien en fait que le mouvement a du mal à se mettre en place. C'est un cadeau empoisonné pour la cause de mettre des quotas ethniques. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et merci de ta transparence et ton point de vue sur ce sujet. Quand on joue la carte de l'entrepreneuriat, on perd, on gagne tout le temps. Parlons des équipes. Pour te connaître, je sais à quel point les équipes sont importantes pour toi et c'est logique avec quelqu'un qui voulait devenir RH. Toi, tout ce que tu as fait, tu l'as toujours fait avec quelqu'un. Alors, quand tu as cofondé La Ruche, quand tu as cofondé l'Ascenseur, Mosaïque RH aussi, tu l'as fait seul, tu étais avec quelqu'un au départ. Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fonctionnes plutôt comme avec cette vision d'entrepreneur où tu vas le faire et tu auras une équipe, ou est-ce que tu aimes bien cette cofondation? Moi, j'aime bien travailler en équipe. Je kiffe ça, en fait. C'est vraiment un truc sympa. D'une part, je trouve que c'est beaucoup plus stimulant, on va plus vite, on est vraiment dans un état d'esprit collectif qui permet de relever les murs. Et puis après, il y a une réalité. Moi, je sais pas tout faire, je suis pas Superman, donc j'ai probablement des qualités, mais j'ai aussi des faiblesses. Et donc, du coup, avoir des gens meilleurs que toi, ça te permet de développer ton projet plus vite et d'une manière beaucoup plus sereine. Donc voilà, je trouve que le collectif peut aussi apporter une puissance dans la réponse de transformation. Quelle est pour toi ta qualité, là où tu es le meilleur en tant qu'entrepreneur? C'est quoi? Je dirais plutôt à ne jamais lâcher l'affaire, quoi. Quel que soit... La résilience. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que ça, c'est quelque chose de marqué. On t'a souvent poussé à abandonner? Aujourd'hui, on peut observer que ça se passe plutôt bien, qu'on a quand même une croissance de 29% chaque année. C'est pas rien, mais on se retrouve souvent face à des murs, souvent face à des résistances, souvent face à des situations où on a le sentiment d'avoir atteint un point d'étape et finalement on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Je crois que c'est ça qui prend beaucoup d'énergie. Tu disais tout à l'heure que votre réussite est réelle, mais tu me parlais de ce que tu aimes, de le rendre systémique. Alors aujourd'hui, Mosaïque RH est présent à Paris, à Toulouse, à Roubaix, à Lyon. J'oublie d'autres antennes ou... Oui, c'est ça, ouais. Oui. Toulouse, Lyon, donc, Lille. Est-ce que pour toi, le rendre ton sujet systémique, il passe forcément par le pouvoir public? Oui, puisque c'est le rôle de l'État, en fait. Faut pas l'oublier. C'est le rôle de l'État de lutter contre le chômage, mettre en place une politique publique de l'emploi qui permet en fait à tous de travailler au regard de son mérite, au regard de l'effort qu'il est prêt à fournir. C'est à l'État de permettre aux entrepreneurs de se développer. Les entrepreneurs font une grande partie du travail, mais c'est aussi au système public d'œuvrer à l'épanouissement en fait de l'entrepreneuriat. Donc nous, on est une partie de la réponse. Et je trouve qu'on a été au bout. On a créé aujourd'hui un concept qui marche. On va au-delà de simplement d'être dans un rôle de cabinet de recrutement, mais on fait du conseil, on fait de la formation, on continue à faire de l'innovation sur ces sujets-là. On a monté une start-up sociale qui s'appelle diversifiervostalents.com. Là, on est purement dans l'innovation sociale. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est? Parce que c'est quelque chose qui peut être utilisé par toute personne qui recrute. Tu as raison. Nous, on s'est rendu compte avec l'expérience du cabinet de recrutement Mosaïque RH qu'il y avait une étape primordiale qu'il fallait maîtriser. C'était de donner accès à un vivier de candidats de qualité à tous les recruteurs de France, n'importe quand, n'importe où. Et le fait de créer un vivier et de le rendre ouvert en créant en fait une plateforme qui s'appelle diversifiervostalents.com, ça permet à tout recruteur de faire du recrutement inclusif, de s'ouvrir sur la diversité s'il le souhaite d'une manière gratuite. Donc on fait sauter plein de verrous. Aucun modèle économique. Alors, si, il y a un modèle économique qui est celui en fait du cabinet de recrutement qui développe du résultat. Et ces résultats sont disponibles pour financer en fait cette plateforme. On va plus vite si on a des partenaires stratégiques, des philanthropes. Les pouvoirs publics, on a convaincu l'État qu'il fallait mettre un peu d'argent sur ce projet-là. Et donc, on a collecté un peu d'argent sur ce modèle-là. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est autosuffisant et qui marche plutôt bien. Donc on voit que l'entrepreneur qui continue à avoir des nouvelles idées, à lancer, à percuter si c'est nécessaire. J'ai évoqué tout à l'heure l'ascenseur. Je sais que ça te tient aussi à cœur. Est-ce que tu peux
là aussi, rapidement, c'est une très belle plateforme et aussi un endroit où des entrepreneurs sociaux travaillent. Raconte-nous un petit peu l'ascenseur sans nous parler forcément de la genèse, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors, c'est toujours pareil. En fait, ça s'inscrit dans une vision long terme. C'est-à-dire que le premier mouvement, c'était de faire en sorte de créer des passerelles, cabinets de recrutement. Ensuite, on a voulu créer un réseau territorial. Ensuite, on a voulu fertiliser notre savoir-faire en diffusant notre savoir-faire à travers d'autres porteurs de projets pour qu'ils fassent aussi du recrutement inclusif. Dernière étape, on a considéré qu'il fallait digitaliser tout ça grâce à l'automatisation et donc on a créé la plateforme diversifiervostalents.com. Aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a d'autres acteurs en fait de l'égalité des chances qui sont primordiales. Pour pouvoir réussir une action de recrutement, il faut aussi probablement semer des petites graines en amont. Ceux qui sont au collège, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont étudiants, ils ont besoin aujourd'hui qu'on leur donne un certain nombre de codes, qu'on leur explique quels sont les métiers sur lesquels il faut se positionner, qu'on leur explique très tôt comment il faut se positionner sur le marché de l'emploi demain et réfléchir à ces opportunités. Et donc on s'est dit, si on était capable de créer des alliances avec d'autres associations telles qu'Article 1, l'Institut Télémac, Viens voir mon taf, et bien là, on était capable de créer une chaîne de valeur. Et si cette chaîne de valeur, grâce à un collectif très focus, résultat, ayant comme volonté de faire bouger les lignes en matière d'ouverture sociale et de promotion de l'égalité, eh bien ces acteurs-là, on pouvait les accueillir dans un même lieu. Et donc on a créé en fait l'ascenseur, on a réussi à convaincre la BNP de nous mettre à disposition d'abord une caution, pardon. Donc on a trouvé en fait des partenaires financiers qui ont suivi notre projet et qui ont accepté de se porter caution sur un immeuble de 3100 mètres carrés. Je te coupais, je pense que c'est tout à l'honneur de philanthropes, que ce soit individu ou entreprise, de financer et d'utiliser une partie de ce qu'ils peuvent avoir en profit pour utiliser. Donc il n'y avait pas de messages subliminaux dans ce que je te disais. Donc très beau projet. Question pour toi, pourquoi l'ascenseur ne pourrait pas être à Lille, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Strasbourg, à Bordeaux? Est-ce que c'est une idée, puisque toi, tu as des antennes, ce qui est aussi le cas, par exemple, de l'Institut Télémac? Est-ce qu'il y aurait une volonté? Tu sais très bien qu'on lutte aussi, on parlait de diversité évidemment sociale, ethnique, mais il y en a une forte aussi en France, régionale, on en parle beaucoup, on va continuer à en parler, il faut lutter contre ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce serait possible d'avoir un nouveau financeur, peut-être un autre banquier, ou le même banquier qui financerait l'ouverture d'un autre ascenseur ailleurs? Vous y avez pensé? Oui, absolument. On travaille sur ces questions-là. On a déjà des discussions aujourd'hui sur Lille, sur Lyon, mais ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite parce qu'à un moment donné, quand tu t'intéresses à un immeuble, c'est tout de suite 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, c'est les frais de fonctionnement. Donc c'est des dépenses. Donc en fait, elle est là la difficulté des entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire qu'on a des bonnes idées, on est capable de les mettre en application, on a de l'impact, mais ça prend beaucoup trop de temps. Et c'est pour ça qu'on se transforme aujourd'hui en entreprise à mission, pour aller beaucoup plus vite, pour trouver du cash. On ne peut pas toujours attendre Donc, d'avoir... Prenons l'exemple de Lille. Est-ce que les mairies sont souvent justement là pour vous aider? Je ne prends pas forcément Lille. Mais est-ce que c'est... Elles nous aident quand on n'a plus besoin, en fait, souvent. C'est ce qui se passe. Quand vous avez C'est-à-dire qu'elles arrivent au moment où tout est déjà fait. Donc, quand tu parles d'entreprise à mission, si tu prends Lille, qu'est-ce que ça changerait pour toi? C'est que tu lèverais spécifiquement de l'argent pour acquérir cet immeuble? Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il faut acheter des immeubles. Donc, il faut réunir des collectifs d'investisseurs, de philanthropes pour pouvoir acheter des immeubles et ensuite implanter ces organisations qui ont de l'impact, qui fonctionnent bien et qui fonctionnent bien ensemble pour créer des effets de synergie. Et on aura vraiment une politique de l'égalité des chances qui pourra rayonner en fait sur les endroits les plus stratégiques en France pour pouvoir donner de l'impulsion, pour pouvoir donner une vision, pour pouvoir créer de l'influence et pour pouvoir aider tous les bénéficiaires qui sont en situation de fragilité à trouver une réponse juste et équitable. 86% des Français estiment que la diversité sociale, culturelle et ethnique est un atout pour le monde du travail. C'est une étude des Labs qui donnait ce chiffre-là. Toi qui te bats pour valoriser cette diversité depuis maintenant des années, ce résultat te surprend? Ça me surprend toujours, mais c'est le grand paradoxe français. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que la diversité, c'est normal, c'est un super atout français, sauf que c'est le problème de personne, en fait, et personne ne s'en empare. Donc on est tous d'accord pour dire que c'est utile, mais on est tous d'accord pour considérer qu'il n'y a personne qui s'occupe de ce sujet-là. Il faut s'en rendre compte. Et c'est très grave qu'en 2020, je puisse encore dire ça. Parlons de l'ESS, un secteur qui s'est bien développé ces dernières années, toi étant un de ses pionniers. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait implémenter pour continuer à le promouvoir? Est-ce que tu as des bonnes idées ou d'une idée que tu penses qui devrait être faite différemment? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'entrepreneurs sociaux, il y a suffisamment de modèles robustes qui répondent aux grosses problématiques santé, alimentation, écologie, recrutement, emploi, pour que ces modèles soient développés par les décideurs de l'économie en France.
Je pense que le signal qu'a renvoyé Danone en se transformant en entreprise à mission, c'est un bon signal. Je pense que toutes les entreprises aujourd'hui doivent avoir l'obligation, qu'on soit une start-up, une ETI ou un grand groupe, on doit avoir pour obligation d'intégrer en fait ces innovations pour pouvoir être plus fort et répondre aux problématiques de demain. Moi, j'ai presque envie de dire qu'une entreprise qui n'a pas compris ça, elle est en retard sur son marché. Un conseil maintenant, là c'était un conseil pour les entreprises, donc écoutez bien les entreprises, il va falloir que celles qui ne l'ont pas encore mis en place puissent le mettre en place. Un conseil maintenant pour les individus qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu auras un conseil ? Moi, j'ai envie de dire que quand on joue la carte de l'entrepreneuriat, on perd, on gagne tout le temps. Je trouve que passer 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années à développer un modèle, une organisation, ça ne peut avoir que du bénéfice. Il faut réfléchir long terme. Je pense qu'on est parti dans des carrières où on va faire 30, 40 ans, 50 ans d'activité professionnelle. Il faut absolument vivre une fois dans sa vie quel que soit l'âge, une expérience entrepreneuriale. Absolument. Donc faites-le. Si on se casse la figure, ce sera un succès. Il faut juste comprendre pourquoi on s'est cassé la figure, mais on aura progressé dans sa vie. Merci Saïd. Pour terminer, j'ai quelques questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prêt ? Non. C'est obligé. Donc, bon courage. Quelle est la chose la plus culottée que tu osais faire ? Recruter des collaborateurs sans avoir de fric. Quel échec tu n'as jamais osé avouer ? D'avoir été poussé de changer mon prénom pour la recherche de mon premier stage. Je pense que ça t'a marqué à vie, ça. Ça laisse une trace, ouais. Quelqu'un t'avait indiqué que c'était mieux à faire ou tu t'es dit que c'était la seule manière de... Non, j'ai pas su gérer le problème à l'époque. Pas assez mûr sur la question. C'était quoi le prénom que t'avais choisi ? Qu'on m'avait imposé. On t'avait imposé. On t'avait imposé. Quel drôle de monde. Mais je pense qu'on est plus heureux aujourd'hui qu'au siècle précédent, quand même. Faut pas faut s'en rendre compte. Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser ? Je pense que clairement, c'est pas la personne, mais les personnes, c'est mes parents. C'est tes parents. Quand on quitte un pays pour aller sur un autre continent occidental de qui plus est, où on maîtrise pas du tout la langue, les codes, on n'a que la force en fait de son corps pour travailler. On débarque, on fait sa vie, on réussit l'éducation de ses enfants, on arrive à s'acheter une maison. Moi, je dis que c'est un super modèle de réussite. Est-ce qu'il y a une chose que tu as regretté avoir osé ? Ouais, de ne pas avoir été assez vite dans le développement de notre projet. Quelle est la chose que tu as osé faire qui t'a rendu le plus heureux ? Pour répondre sérieusement à cette question, je sais pas, j'en sais rien. Parlons d'intégration, tu les as appelés comment tes enfants ? Alors moi, c'est clairement Mehdi pour le premier, Selma pour la seconde, ensuite Cyrine pour la troisième et Yanis pour le quatrième. Donc voilà. Et quand tu as choisi, tu t'es posé cette question-là justement de quand tu as fait ton CV, tu as changé ton prénom, ton CV ? Ouais, moi je pense que... En fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est quand tu es le fruit de l'immigration, en fait, tu hérites d'une double identité. Et tu as intérêt à être hyper à l'aise sur ta double identité très vite dans ta vie. Et donc, il faut savoir qu'il faut assumer qui tu es et ne pas avoir peur, ne pas se cacher. Parce que si tu caches, tu as une zone de fragilité à un moment donné, qui va te faire déraper à un moment donné dans ta vie. Donc, je pense que plus tu es bien sur tes deux pieds, plus tu es bien et tu seras en résonance avec la société et tes projets de vie. Saïd, d'autres questions là, c'est plus simple parce que ça va être oui ou non. Est-ce que tu oserais mentir pour sauver ta boîte ? J'ai jamais été à l'aise avec le mensonge. Donc la réponse ? Et non. Même pour sauver ta boîte ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de mentir. On trouve toujours des alternatives. Est-ce que tu oserais faire un compliment à un inconnu dans la rue ? Ah ouais, sans problème. S'il le mérite, sans problème. C'est déjà arrivé ? Probablement, ouais. Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse ? Avec prudence, mais quand il faut le dire, il faut le dire. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais que tu n'aimais pas le mensonge. Est-ce que tu oserais tricher pour réussir ? Est-ce que tu aimes... Tricher fait partie du jeu. C'est pas tout à fait un mensonge. Donc tricher te fait partie du jeu. J'adore cette réponse. Est-ce que tu oserais avouer un échec ? Oui, complètement. Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique ? Ah non, pas du tout. T'as jamais proposé ? Ou alors, il faut réinventer. Alors, proposer, oui, mais je crois pas du tout qu'on puisse changer les choses d'une manière durable, sereine, à travers l'organisation politique que nous avons aujourd'hui. Est-ce que tu oserais tout recommencer de zéro ? Je suis un peu flemmard. Peut-être pas faire ce projet-là, mais peut-être en faire d'autres, ouais, avec plaisir. On va s'arrêter là, la souffrance des questions est terminée. Saïd, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre, tu as vraiment un talent naturel pour cet exercice. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté Ose, le podcast qui vous entraîne dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Si l'émission vous a plu, inspiré et surtout donné envie d'oser, likez, laissez un commentaire et partagez.